L'histoire d'aujourd'hui prend place en novembre 2011 lorsqu'un appel au 911 bouleverse la quiétude du quartier de la rue Beauharnois à Longueuil. Ce matin-là, du 4 novembre, vers 6h15 le matin, des voisins ont appelé la police après avoir entendu des cris en provenance d'un appartement voisin. Aussitôt arrivés sur les lieux, les policiers pénètrent à l'intérieur de l'appartement et dès leur entrée, ils tombent sur une scène des plus macabres. Dans l'appartement, les corps sans vie et ensanglantés d'une mère de famille et de sa fille sont retrouvés. La scène de crime est violente et elle parle d'elle-même. Deux jeunes garçons indemnes physiquement seront également retrouvés en pleurs au pied de leur mère qui venait d'être poignardée à mort. Ils étaient de toute évidence en état de choc, troublés par la scène d'horreur qui tristement s'était déroulée devant leurs yeux. L'ex-conjoint et père de famille François Tartamella était lui aussi présent sur les lieux. Ses mains étaient pleines de sang et il sera immédiatement arrêté par les policiers qui n'en revenaient pas de cette scène horrible. Cette histoire complètement terrible s'est déroulée ici, au Québec. Et donc, encore une fois, c'est avec douceur, beaucoup de respect et d'empathie que je vous raconte aujourd'hui le drame entourant la mort d'Emmanuel Faneuf et de sa fille, Laurie, qui venait tout juste d'avoir 13 ans la veille. Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur un des nombreux féminicides que le Québec ait connu, un sujet tristement très d'actualité. À tous les hommes qui m'écoutent et qui êtes alliés, c'est-à-dire ceux qui soutiennent, qui prennent parole et qui dénoncent, merci. On ne le dira jamais assez, mais votre voix et votre soutien est nécessaire dans cette lutte importante. Et à toutes les femmes victimes de violences conjugales, vous n'êtes pas seules, je vous entends et je vous crois. Plusieurs ressources seront disponibles dans la description de l'épisode. Bienvenue à Mockshot. Donc, vous commencez à me connaître, là, et je trouve ça toujours pertinent de faire un petit background check et d'explorer l'historique ou les antécédents familiaux des personnes dont on va parler avant de se plonger dans le creux de l'histoire. Et comme je l'ai mentionné, l'histoire que je vais aborder aujourd'hui, elle s'est déroulée dans ma province, au Québec. Et forcément, ben ces histoires-là, elles me touchent différemment. Je me demande toujours si un membre de la famille pourrait écouter ce que je raconte. Et en sachant ça, ben je ressens toujours le besoin de mentionner la lourdeur des faits que je vais aborder. Donc, l'écoute de cet épisode est à votre discrétion. Pour commencer, j'aimerais ça vous parler des deux victimes. Et en préparant l'épisode, j'ai pris le temps de regarder des photos d'elles et de lire ce qui avait été publié à leur sujet pour mieux comprendre qui elles étaient. Toutefois, il faut savoir qu'il n'existe pas énormément d'informations publiques ni sur Emmanuel, ni sur Laurie, sa fille, ou sur François Tartamella. Mais j'ai tout de même fait de mon mieux pour tracer un portrait général qui, j'espère, sera suffisant à votre compréhension. Donc, en ce qui concerne Emmanuelle Faneuf, elle avait 31 ans au moment des faits. Et selon les photos que j'ai vues, Emmanuelle, elle semblait être une femme pétillante, avec un sourire contagieux, qui donne l'impression qu'elle était très chaleureuse comme personne. Plus tôt dans sa vie, elle avait eu sa fille Laurie, issue d'une précédente relation, dont le père biologique demeure inconnu. Ceci dit, Emmanuelle, elle avait élevé sa fille Laurie toute seule et tout indique qu'elle était une mère profondément dévouée et aimante. Selon ce que j'ai lu, elles étaient toutes les deux complices et partageaient une belle relation mère-fille. Même qu'en effectuant mes recherches, là, en consultant les photos qu'on retrouve d'Emmanuelle en compagnie de sa fille, j'ai immédiatement remarqué la complicité que les deux partageaient. Je trouve que ça se ressent beaucoup à travers les photos. Laurie, tout aussi belle que l'était sa mère, elle n'avait que 13 ans au moment des faits. En fait, elle venait tout juste d'avoir 13 ans la veille du drame, donc c'était sa fête le 3 novembre.
Et elle est décrite par ses proches comme étant une adolescente qui aimait les gens, qui était loyale à ceux qu'elle aimait. Puis c'était vraiment la fille de sa mère. Elle aimait la danse, le Canadien de Montréal, ainsi que le chanteur Justin Bieber, comme toutes les adolescentes de son âge en 2011. Au cours de sa vie, je pense dans la fin vingtaine, Emmanuelle, elle va faire la rencontre de François Tartamella qui travaillait comme opérateur dans une usine alimentaire. Il avait environ 34 ans lors de leur rencontre et leur relation va évoluer et ensemble, ils auront 2 enfants, donc 2 petits garçons, dont les noms seront gardés confidentiels. Le plus jeune de leur fils était âgé d'1 an, alors que son frère aîné avait 3 ans au moment des faits. Et là, il y a peu d'informations accessibles sur comment le couple était ensemble, donc c'est difficile pour moi de faire un portrait détaillé de leur relation. Toutefois, c'est important de préciser qu'Emmanuelle avait déjà contacté les autorités pour dénoncer le comportement violent de son ex-conjoint qui avait des tendances colériques. Et là, au cours de mes recherches, j'y ai lu que le couple venait tout juste de se séparer avant les faits. Et là, dans une analyse de violence conjugale, la période qui entoure la séparation, c'est un facteur de risque de féminicide. Et là, j'en ai parlé dans l'épisode d'il y a 2 semaines, mais la violence conjugale, c'est une prise de contrôle et lorsque la conjointe va mettre fin à la relation, le conjoint tombe dans une perte de contrôle et François, décrit comme un homme jaloux et contrôlant, n'acceptait pas la séparation et c'était également hors de question pour lui de perdre la garde de leurs 2 jeunes garçons. En effet, 1 semaine avant le drame, Emmanuelle lui avait transmis par huissier des documents judiciaires qui réclamaient la garde complète des enfants, ce qui aurait provoqué une grande colère chez François. Le document précisait qu'il n'aurait droit qu'à 72 jours par année, ce qui, selon lui, ne correspondait pas à l'entente qu'il croyait avoir avec Emmanuelle. Une audience devant le juge était prévue pour le 8 novembre, soit 4 jours après la date où Emmanuelle et Laurie seront retrouvés assassinés au domicile familial. On sait aussi que la séparation avait été officialisée peu de temps avant tout ça, donc soit au retour d'un voyage qui avait eu lieu à Cuba, qu'Emmanuelle avait fait avec une de ses amies. Et ce voyage-là avait créé beaucoup de tensions dans le couple. Et donc, ce serait à partir de ce moment-là qu'Emmanuelle aurait commencé à envisager mettre un terme à cette relation. Selon les proches et des connaissances de la famille, les enfants se trouvaient au centre des tensions de leurs parents. Ils étaient témoins des nombreuses chicanes et après 3 ans de vie commune, Emmanuelle s'était confiée qu'elle voulait que François quitte l'appartement qu'elle souhaitait conserver pour y rester avec les enfants. Elle s'était récemment confiée à une collègue que son conjoint pouvait être méchant dans ses paroles, mais qu'il n'était pas violent envers elle. Et là, j'ouvre une parenthèse ici parce que on a souvent tendance à associer la violence uniquement au coup ou à la violence physique en général, mais en réalité, la violence, c'est beaucoup plus large que ça et il existe plusieurs autres formes de violence. Elle peut être verbale par des insultes, des cris, des menaces. Et je tiens à le dire, là, les menaces, elles peuvent même être chuchotées à l'oreille. Par exemple, pendant un souper entre amis, un conjoint jaloux pourrait chuchoter à l'oreille de sa partenaire qu'elle va avoir affaire à lui en rentrant à la maison. Et la violence verbale, ça instaure un climat de tension et même si elle est souvent impulsive, c'est une stratégie de contrôle qui vise à faire peur. Elle peut être psychologique, soit par le contrôle, la manipulation, l'isolement, le dénigrement constant, l'humiliation, les critiques, faire culpabiliser l'autre. Et cette forme de violence, elle s'immisce tranquillement. Et c'est important de savoir que la personne victime ne s'en rend pas toujours compte tout de suite, notamment parce que la manipulation, c'est pas toujours facile à déceler. La violence peut également être économique ou financière quand une personne contrôle l'argent, empêche l'autre de travailler ou la rend dépendante. Le conjoint peut même voler l'argent de sa partenaire, souvent sous forme de manipulation. Donc, il peut par exemple exiger que sa partenaire lui verse ses payes. Il peut insister pour avoir son NIP, prendre l'argent dans son compte, ne pas payer sa part de loyer, les factures qui passent dans le compte de sa conjointe. Et je tiens à le dire, là, c'est pas rare qu'une femme va s'endetter dans un contexte de violence conjugale, ce qui peut ensuite donner l'impression qu'une séparation est impossible. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Quand j'ai lu ça, ça m'a brisé le cœur.
Et la liste est longue encore à savoir sous quelle forme elle peut se présenter. Le harcèlement, la violence sexuelle, la violence judiciaire sont d'autres exemples et sont tout aussi néfastes. Et parfois, quand on vit ces violences-là, on a tendance peut-être à banaliser ce qu'on vit, puis on se dit, ben là, tu sais, il m'a pas frappé, donc c'est pas si grave que ça. Mais il faut savoir une chose essentielle. La violence physique, ça arrive rarement sans signe avant-coureur et elle va souvent commencer ailleurs et de façon plus subtile. Et dans cette histoire, ça le reflète très bien malheureusement parce que pour un gars qui n'avait jamais donné de coups, il s'est pas gêné à poignarder sauvagement son ex-conjointe et sa fille à maintes et maintes reprises. Et je le répète, mais ces violences dites invisibles, elles sont tout aussi réelles, tout aussi nuisibles et profondément dommageables. Elles laissent des traces, parfois plus silencieuses, certes, mais tout aussi lourdes à porter. Parce que la peur, la honte, la confusion et la baisse d'estime sont des conséquences qui malheureusement contribuent à donner du pouvoir au conjoint sur le long terme. On sait aussi que Laurie s'était plainte, elle aussi, à plusieurs personnes de son entourage, du comportement très instable de François et de la grande peine qu'il ressentait suite à la rupture. Selon un article du Journal de Montréal, on sait que lorsque le couple s'est officiellement séparé, il était convenu que l'accusé François quitte la résidence. Toutefois, comme il disait avoir de la difficulté à se trouver un logement, Emmanuel avait accepté qu'il reste temporairement chez elle le temps qu'il se trouve un logement et ce sera d'ailleurs la sœur d'Emmanuel qui viendra confirmer cette entente plus tard au procès. Elle raconte cependant que les tensions étaient vives, notamment concernant la garde des enfants. Elle va même dire que dans les jours précédents de drame, François aurait appelé la mère d'Emmanuel pour lui dire qu'il venait de recevoir les papiers de l'huissier. Et sur un ton agressif et déterminé, il lui aurait lancé que ça ne se passerait pas comme ça. Et ces menaces qui ont profondément inquiété Manon Laflamme, la mère d'Emmanuel et la grand-mère de Laurie, elle craignait donc pour la sécurité de sa petite fille et elle se serait précipitée donc pour aller chercher Laurie afin qu'elle ne passe pas la soirée seule avec son ex-beau-père cette soirée-là. Et l'adolescente s'était confiée à elle en lui disant que François était méchant avec elle, qu'il était pas fin, qu'il ne l'aimait pas et qu'elle ne l'aimait pas elle non plus. Elle avait même affirmé qu'elle souhaitait quitter la maison lorsqu'elle aurait 16 ans. Et tous ces éléments-là, on va les apprendre plus tard à travers le témoignage bouleversant de sa grand-mère au procès. Et là, j'en ai parlé brièvement dans le dernier épisode, mais la rupture, c'est souvent un moment critique dans un contexte de violence conjugale parce que ça amène à un sentiment de perte de contrôle chez le conjoint qui peut déclencher une réaction violente comme stratégie pour reprendre du pouvoir. Et pour les proches, c'est parfois difficile de comprendre pourquoi une personne victime de violence conjugale reste dans une relation violente. Pourquoi elle hésite à partir, pourquoi elle peut même choisir d'y retourner. Mais en réalité, la violence conjugale ne s'installe pas brusquement. Elle s'infiltre, elle se construit progressivement et au fil du temps, de nombreux obstacles viennent compliquer une décision qui, de l'extérieur, peut sembler simple, mais qui ne l'est pas en réalité. Parce que quand on n'a jamais connu ça, qu'on n'a jamais été prise dans un contexte de violence conjugale, on ne peut pas pleinement se mettre à la place d'une victime. Je l'ai mentionné brièvement dans l'épisode sur Catherine Daviau, mais on ne sait jamais comment on réagirait dans une situation où est-ce qu'on se sent en danger, contrôlé, fragilisé ou tout simplement lors d'une expérience traumatique. Et quitter un partenaire violent, ça peut faire peur pour plusieurs raisons. On peut craindre les représailles, on peut avoir peur d'une crise, d'une escalade de violence. On peut avoir peur que la personne violente n'accepte pas la séparation, que la situation ne s'aggrave en déclenchant des comportements agressifs, des menaces ou même une intensification du contrôle. Et je dis tout ça parce qu'au Québec, en ce moment, en 2026, les féminicides sont beaucoup trop nombreux et prouvent malheureusement ce que je suis en train d'expliquer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont plus qu'inacceptables. C'est pas normal qu'une séparation mène à la mort d'une femme ou de ses enfants. Et j'en parlais dans le dernier épisode et s'il faut que j'en reparle encore dans plusieurs autres épisodes, je vais le faire parce que
Pour moi, c'est inconcevable qu'une femme puisse perdre la vie simplement parce qu'elle décide de quitter un partenaire ou simplement parce qu'elle est une femme. C'est impensable et ça me fait terriblement peur et je vais jamais me taire sur le sujet, jamais. Et là, selon mes recherches, pour appuyer ce que je dis, parmi les obstacles qui empêchent une femme de quitter une relation violente, il y a d'abord le potentiel de danger. Parce que, je l'ai dit tantôt, mais le moment de la rupture, c'est souvent le moment le plus dangereux dans une situation de violence conjugale. C'est à ce moment-là que le risque de violence est le plus élevé. Par exemple, le risque de blessures graves, le risque d'étranglement. Si une femme s'est déjà fait étrangler, par exemple, elle peut avoir peur que ça se reproduise. Le risque d'un féminicide et même le risque d'infanticide est une crainte bien fondée malheureusement. On le voit dans l'épisode d'aujourd'hui, mais également de celui d'il y a 2 semaines et ça fait extrêmement peur et même si j'ai jamais connu ça, je me mets à la place des victimes et c'est 100% légitime d'avoir peur pour soi, mais d'avoir peur pour leurs enfants aussi, c'est un sentiment que je connais pas, mais qui doit être vraiment paralysant et qui doit donner l'impression que c'est impossible à surmonter. Il y a aussi la peur des représailles et de la violence post-séparation parce que, en effet, certaines victimes vont craindre, entre autres, que leur partenaire n'accepte pas la rupture et qu'à travers tout ça, ils deviennent plus agressifs, qu'ils mentent aux autorités, aux avocats, aux intervenants. Et la plupart d'entre elles peuvent avoir peur que la violence continue même après la séparation. Et malheureusement, cette peur, elle est légitime parce que la violence post-séparation, c'est une réalité fréquente et malheureusement souvent observée. Il y a également l'isolement, j'en ai parlé tantôt, mais beaucoup de victimes se retrouvent coupées de leur entourage. Il y a aussi la victimisation secondaire, j'ai lu là-dessus, et ça, c'est lorsque une victime ne se sent pas crue, minimisée, ou lorsqu'elle est mal accompagnée par le système. Il y a aussi la peur pour les enfants, donc la crainte qu'un partenaire violent obtienne une garde partagée ou exclusive, la peur qu'il utilise les enfants comme moyen de contrôle, surtout lorsqu'il y a déjà eu des menaces ou de la violence envers eux. Il y a aussi les répercussions psychologiques accumulées au fil des années, puis il y a la réalité financière. Je vous apprends rien, mais la vie coûte extrêmement cher et malheureusement, la violence économique et financière vont souvent priver les femmes d'autonomie. Certaines n'ont pas accès à leur compte, n'ont pas de revenus stables ou vont vivre une anxiété immense à l'idée de devoir subvenir seules à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et à tout ça, s'ajoute évidemment la crise du logement. Je vous apprends rien encore une fois, là, mais trouver un logement rapidement, sécuritaire et abordable en ce moment, c'est extrêmement difficile. Et selon SOS Violence conjugale, parce que mes sources pour cette analyse proviennent de là, il y a plusieurs victimes qui vont identifier la crise du logement comme étant un obstacle majeur au départ. Et c'est vrai, j'y avais moi-même pas pensé, là. Mais ça doit être vraiment stressant de devoir se loger rapidement en ce moment et encore pire dans un contexte comme celui-là. Et à travers tout ça, il y a aussi la méconnaissance des droits. Donc, certaines femmes ne connaissent pas les recours judiciaires disponibles, leurs droits en matière de droit familial, ni les comportements qui peuvent être dénoncés criminellement. D'où l'importance de briser son isolement en osant prendre le téléphone pour appeler dans une maison d'hébergement, soit pour s'informer de ses droits ou pour demander de l'aide. S'informer, c'est un premier pas pour sortir de l'impuissance et pour reprendre du pouvoir sur sa vie. Et je le dis, même si je me doute que ça doit être vraiment difficile et vraiment épeurant, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et finalement, il y a la confusion, donc pour terminer ma petite parenthèse, parce que la violence conjugale ne commence pas toujours par des coups. Les partenaires violents utilisent souvent des mécanismes de manipulation psychologique pour brouiller la perception de la victime. Ils déplacent la responsabilité, vont inverser les rôles, font croire que tout est de la faute de la victime, de la conjointe. Et évidemment, à force d'entendre qu'elles exagèrent, qu'elles provoquent, qu'elles sont trop sensibles, les victimes peuvent finir par croire que le problème vient d'elles,
Alors que ce n'est pas le cas. Le matin du drame, soit le matin du 4 novembre 2011, François aurait d'abord tenté de convaincre son ex-conjointe d'abandonner les démarches légales et de se mettre d'accord sur une garde partagée. Sans succès. Emmanuel était ferme dans ses démarches et voulait avoir la garde complète de ses enfants. Et avec un historique de violence conjugale, Emmanuel avait probablement de bonnes raisons de juger préférable d'avoir la garde complète de ses 3 enfants. De son côté, lui ne voulait rien savoir. On sait que François avait un tempérament colérique et donc il est rapidement tombé dans une spirale obsessive de colère et de rage. Convaincu qu'elle voulait lui enlever la garde de ses fils, il est raisonnable de soupçonner qu'il aurait choisi de s'en prendre à Laurie d'abord pour lui faire ressentir la même douleur. C'est horrible. Ce matin-là, François Tartamella se serait d'abord attaqué à Laurie, qui se trouvait dans la cuisine, afin de faire souffrir son ex-conjointe Emmanuelle Phaneuf, en lui enlevant ce qu'une mère a de plus précieux, son enfant. Celle-ci aurait alors tenté de protéger sa fille, avant d'être elle-même poignardée à maintes et maintes reprises. Tout ça se serait passé très vite et dans un très court laps de temps. Il aurait ensuite tué Emmanuel dans le salon, devant leurs 2 jeunes fils, et ce avant d'aller achever le riz qui baignait dans son sang plus loin dans la cuisine. J'en reviens pas. Selon le rapport d'autopsie, Emmanuel aurait reçu au moins 10 coups de couteau et sa fille Laurie en aurait reçu une 20aine. Plus précisément, le pathologiste a relevé 13 plaies sur le corps d'Emmanuel causées par une arme tranchante et pointue, principalement au cou et dans le dos. 5 blessures concentrées sur une même zone de son dos laissent croire à une séance rapide de coups comme s'il s'était acharné rapidement à un seul et même endroit. La victime a également été retrouvée nue et un détail troublant qui a été révélé lors de l'autopsie, c'est qu'Emmanuelle était enceinte au moment de sa mort. Le docteur Dazé, qui était en charge de l'autopsie, a estimé que la grossesse datait de 2 à 8 semaines. On ignore, en fait, selon mes recherches, j'ai rien trouvé à ce sujet-là, mais j'ignore si François était au courant de cette grossesse-là. Mais c'est horrible et ça me brise encore plus le cœur. L'autopsie va également révéler que Laurie Phaneuf, qui venait tout juste d'avoir 13 ans la veille, avait subi une attaque encore plus violente, puisque 30 plaies ont été recensées sur son corps, résultant d'au moins 23 coups de couteau. Contrairement à sa mère, elle présentait également une 15aine de coupures, plus superficielles à la tête, au cou et dans le dos. Et ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est horrible. La pointe cassée du couteau a été retrouvée dans le front de la jeune victime et ses vêtements étaient imbibés de sang. Puis tout ça s'est passé devant 2 jeunes garçons. C'est horrible cette histoire-là, c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot, c'est traumatisant, là, rien de moins. Selon le docteur Dazé, les blessures infligées tant à la mère qu'à la fille ont été causées alors qu'elles étaient toutes 2 encore vivantes, parce qu'elles présentaient toutes les 2 des marques de défense aux mains, signe qu'elles ont tenté de se protéger. Et le pathologiste estime qu'elles seraient toutes les 2 décédées en quelques minutes. Lors de l'arrivée des policiers, l'homme de 37 ans se trouvait sur les lieux. Il avait les mains ensanglantées et il va admettre avoir tué son ex-conjointe et son ex-belle-fille. Les policiers vont donc immédiatement l'arrêter et il sera immédiatement amené au poste de police avant d'être transféré à l'hôpital Pierre-Boucher afin d'y subir une évaluation psychologique.
Et à travers tout ça, on va apprendre que suite au voyage à Cuba qu'Emmanuel avait fait, on va apprendre que François avait fouillé dans ses effets personnels et qu'il avait récupéré des photos, dont certaines où Emmanuel posait avec d'autres hommes. Elle lui avait alors à l'époque dit qu'il ne s'était rien passé, elle avait tenté de le rassurer. Toutefois, ça n'aurait pas été suffisant comme réponse et ça aurait créé des chicanes dans le couple et suite à cela, Emmanuel aurait choisi de mettre fin à la relation. Ce matin-là du drame, se sentant dépourvu de contrôle sur la situation, il aurait rédigé une lettre qui sera plus tard qualifiée par la couronne d'homicidaire-suicidaire, dans laquelle il demandait à sa famille de s'occuper de ses garçons, puisqu'il jugeait Emmanuel qu'il qualifiait de monstre sans pitié, incapable de le faire. Concernant cette même lettre-là, la défense va dire plus tard au procès qu'il s'agissait selon eux d'une lettre de suicide. Cependant, comme je vous ai dit, la couronne y voyait plutôt une lettre d'homicide-suicide, étant donné qu'on y lisait notamment ses regrets, son obsession pour la garde des enfants et ses accusations envers Emmanuel. Comme je l'ai expliqué brièvement tantôt, suite à son arrestation, François Tartamella va d'abord être conduit au poste de police et ensuite il va être transporté en ambulance à l'hôpital Pierre-Boucher pour y subir une évaluation psychiatrique. Et selon le personnel hospitalier, il aurait été admis aux urgences aux alentours de 7h40 ce matin-là, puis il va avoir été placé sur une civière en attente d'examen. En après-midi, il n'avait toujours pas été interrogé par les enquêteurs. Donc ça s'est passé très tôt le matin, comme je vous ai dit en début d'épisode. Les policiers ont pendant ce temps confirmé certains détails, entre autres que le suspect ne présentait aucun antécédent criminel et en même temps qu'il n'était non plus pas le père biologique de Laurie. Évidemment, les 2 autres jeunes enfants ont été pris en charge par des professionnels et ils ont été évalués afin de réduire l'impact psychologique de ce drame. Heureusement, ils avaient été épargnés et ne présentaient aucune blessure physique. C'est toutefois terrible qu'ils aient tous les 2 assisté à cette scène d'horreur. Et pour un père qui se jugeait apte à avoir la garde de ses 2 enfants, je trouve que cette réaction insensée prouve totalement le contraire et justifie les raisons qu'avait Emmanuel à vouloir avoir la garde complète. Et cette histoire, ça me brise le cœur, vraiment. Selon un article du Journal de Montréal, lors de son interrogatoire dans les heures suivant son arrestation, François aurait déclaré ne plus se souvenir de ce qu'il s'était passé. Pour le citer, il va dire « Je le sais plus, je demandais à Emmanuel, s'il te plaît, la garde, je disais mes fils, on s'est parlé, mais j'ai comme blackout. » Et tout au long de son interrogatoire, l'accusé traverse une gamme d'émotions troublantes. Il cherche ses mots, s'embrouille, éclate en sanglots, et à un moment, il se touche la poitrine, affirmant ressentir une douleur. Plus tard, il se tient la tête entre les mains, disant qu'il est étourdi. Et là, après environ 1 heure de questions, il va baisser les yeux vers la combinaison blanche qu'il porte, et il va remarquer que celle-ci est tachée de sang. Et à ce moment-là, il va dire, et puis je trouve ça vraiment bizarre, là, il va dire qu'il a vraiment peur du sang, qu'il n'est pas capable du sang, et il va dire ça les yeux fermés, comme s'il était vraiment paniqué. Mais comme tous les autres malaises qu'il manifeste, la panique semble brève et quelques instants plus tard, il retrouve un calme apparent. Devant l'enquêteur, il ne nie pas être l'auteur des meurtres d'Emmanuel et de Laurie. Pourtant, il affirme ne pas comprendre ce qu'il s'est passé. Pour le citer, par exemple, il va dire « J'ai vu Emmanuel par terre, j'ai vu le couteau, mes fils, puis j'ai vu mes mains et mes vêtements pleins de sang, puis je criais à l'aide, c'était long. » Et là, confus, il ajoute « Je sais pas pourquoi ça a commencé, je sais pas pourquoi sa fille était là aussi. » Et à plusieurs reprises, en pleurs, il répète qu'il est, malgré tout, une bonne personne. L'enquêteur insiste, il dit qu'il doit comprendre comment les victimes sont mortes et François va lui répondre qu'il essaye de s'en souvenir parce que lui aussi a besoin de le savoir. En ce qui concerne le procès, il va débuter en 2014 et François Tartamella va être accusé des meurtres non prémédités
d'Emmanuel Faneuf et de sa fille Laurie au palais de justice de Longueuil. Les événements remontent à novembre 2011, environ un mois après un voyage à Cuba qui, selon la couronne, aurait marqué un tournant dans la relation du couple. Stéphanie, qui était une amie et qui travaillait avec Emmanuel à la clinique dentaire Lavallée, va décrire les confidences que son ami lui avait faites dans les semaines précédant le drame. Selon son témoignage du 3 au 10 octobre, elles étaient parties en vacances à Cuba avec la mère de Stéphanie. Emmanuel avait exprimé à ce moment-là le besoin de vouloir souffler un peu parce que son couple traversait une période difficile et elle disait assumer la majorité des tâches à la maison et des responsabilités parentales, tant pour Laurie que pour les 2 jeunes enfants qu'elle partageait avec François Tartamella. Et toujours selon les confidences d'Emmanuel, celui-ci n'était pas d'accord avec le voyage en raison de leurs finances. Et à leur retour, Stéphanie raconte qu'Emmanuel s'était confié que François était devenu froid et distant. Et elle raconte aussi qu'il s'était emparé de la clé USB qui comprenait les photos de leur voyage et qu'il aurait imprimé une photo où Emmanuel posait avec un animateur de l'hôtel. Et toujours selon Stéphanie, Emmanuel avait retrouvé plusieurs exemplaires de cette même photo parmi les effets personnels de François qu'elle interprétait comme un signe évident de jalousie. Selon la couronne, ces tensions-là, particulièrement celles en lien avec les photos du voyage, auraient contribué à détériorer davantage la relation puisque ce serait suite à cela qu'Emmanuel aurait ensuite évoqué son désir de mettre fin à la relation ainsi que son désir de vouloir avoir la garde des enfants. Et là, en contre-interrogatoire, la défense va insister sur le fait que Stéphanie ne connaissait que la version d'Emmanuel. Et ça, personnellement, là, j'en revenais pas quand j'ai lu ça parce que Emmanuel, elle est plus là pour se défendre. Of course que son ami va aller témoigner pour elle et défendre la cause de son ami et de sa fille qui se sont fait assassiner dans un contexte de violence conjugale. Pour moi, ça fait aucun sens que cet argument-là a été sorti au procès parce que c'est évident que Stéphanie va aller témoigner et raconter ce que son ami lui a dit avant de se faire assassiner, voyons donc. Et là, à tout ça, Stéphanie va renchérir en disant aussi qu'Emmanuel n'avait jamais dit vouloir empêcher François d'obtenir une garde partagée et que malgré les conflits conjugaux, l'accusé pouvait être un père attentif. Finalement, elle reconnaît également qu'avant l'épisode des photos, Emmanuel avait elle aussi eu des doutes sur la fidélité de son conjoint. Et là, quelque chose de super intéressant, c'est que, selon le psychiatre Sylvain Fauché, l'accusé aurait été motivé par une logique de représailles liée à la garde des enfants. Il va illustrer sa compréhension de l'état d'esprit de Tartamella par cette phrase-là « Tu me prends les enfants, alors je te prends la tienne ». Et à travers tout ça, il rappelle que l'accusé dit se souvenir avoir attaqué Laurie en premier le matin du 4 novembre 2011. Et en commençant donc par Laurie, cela aurait été analysé et décrit par les professionnels comme étant de la vengeance envers son ex-conjointe qui demandait la garde complète des enfants que lui percevait comme un début de guerre. Le psychiatre Fauché avait été appelé en contre-preuve par la couronne, remettant en question l'évaluation de la psychiatre Marie-Frédérique Allard, qui avait témoigné pour la défense. Selon elle, François se trouvait dans un état de psychose et de dissociation au moment des faits, et donc qu'il était incapable de distinguer le bien du mal. Elle va expliquer que l'accusé avait affirmé qu'une voix intérieure lui aurait d'abord dit de se faire du mal, puis que cette même voix-là lui aurait ordonné ensuite de s'en prendre à Laurie et de la poignarder. Mais là, pour le psychiatre Sylvain Fauché, qui a rencontré François Tartamella pendant 3h30 pour l'évaluer, il va remettre en doute l'idée que l'accusé ait réellement souffert de dissociation ou d'hallucination auditive au moment des faits. Selon lui, la lettre de 6 lignes qu'il avait rédigée le matin du drame va plutôt à l'encontre de cette thèse. Parce qu'en effet, dans la lettre, on retrouve des formulations au passé en parlant d'Emmanuel ou des instructions adressées à sa propre famille pour s'occuper de ses fils, plutôt que de s'adresser à son ex-conjointe. Et ça laisse donc sous-entendre qu'il avait possiblement prévu faire ce qu'il allait faire au moment d'écrire sa lettre. Et donc, pour le psychiatre,
Écrire une telle lettre entre 5h48 et 6h09 le matin, en anticipant la suite des événements, ça contredit toute possibilité d'un état dissociatif ou d'hallucination auditive. Il juge aussi que les hallucinations décrites par l'accusé sont atypiques parce que, selon lui, les personnes qui entendent des voix incitant à la violence vont résister généralement longtemps avant de céder, souvent par harcèlement psychologique interne. Ce qui ne correspond pas à ce que rapporte François, qui évoque avoir des épisodes que très peu fréquemment. Et là, par-dessus ça, il va également expliquer que la dissociation alléguée lui semble peu crédible, encore une fois parce que, selon son expertise, une personne dissociée ne perçoit pas réellement ce qui se passe autour d'elle. Or, François, dans son témoignage, il a affirmé avoir vu ses fils alors qu'il allait chercher un deuxième couteau lorsque le premier s'est brisé. Et cet aveu révèle qu'il a donc eu la présence d'esprit et qu'il était donc en pleine conscience de ses agissements à ce moment-là. Et bon, pour le psychiatre, c'est aussi très improbable que l'accusé ait développé des idées délirantes ce matin-là. Et enfin, le docteur Fauché va croire que François présente plutôt un trouble de personnalité narcissique hyper vigilant. Et ça, c'est un profil marqué par une grande sensibilité aux reproches ainsi qu'à une estime personnelle très fragile. Toutefois, lors de ce même contre-interrogatoire, il va tout de même admettre qu'il ne pouvait pas exclure complètement la possibilité d'un épisode dissociatif, même si, selon lui, il la juge peu probable. L'avocat de la défense, maître Patrick Davis, a rappelé que son client suivait actuellement un traitement antipsychotique, ce qui pouvait suggérer qu'il présentait déjà des signes de psychose auparavant. Le psychiatre va en convenir. Dans la même lancée, son avocate, maître Anne-Marie Langteau, avait plaidé qu'il avait distingué le criminel du malade et selon elle, ses gestes d'une violence extrême n'étaient pas représentatifs de son client qu'elle décrivait comme un père investi et aimant. La couronne, de son côté, n'a jamais adhéré à cette thèse. Pour maître Sylvie Villeneuve, les tensions liées à la récente séparation du couple, plus particulièrement tout ce qui entourait la garde des deux jeunes enfants, auraient été au cœur du drame. Elle va décrire François comme étant un homme jaloux, contrôlant, incapable d'accepter la rupture et encore moins l'idée de perdre du temps parental avec ses fils. Selon elle, l'accusé aurait simplement voulu se venger d'Emmanuel en s'en prenant d'abord à sa fille, Laurie. On va apprendre lors du procès que lors de son interrogatoire avec les enquêteurs, François avait fini par donner davantage de détails sur le déroulement des événements, malgré un récit très confus au départ. Et en visionnant l'enregistrement, le jury a pu entendre l'accusé s'effondrer en larmes, affirmant qu'il méritait la prison et en réclamant de l'aide. Selon son témoignage présenté en cours, François Tartamella affirme qu'une petite voix dans sa tête lui aurait dicté ses gestes le matin du 4 novembre 2011. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a raconté au jury lors de son passage à la barre, dans une voix faible et monotone, alors que sa défense tentait d'expliquer son état mental au moment du drame. Dès le début de sa preuve, l'avocat de la défense, maître Patrick Davis, a précisé que la question centrale n'était pas de nier les gestes commis, mais plutôt de comprendre dans quel état psychologique se trouvait l'accusé. Selon la défense, Tartamella était profondément désorganisé, convaincu d'entendre des ordres qui le poussaient à agir. Tartamella a raconté qu'au matin des faits, il avait d'abord commencé à rédiger une lettre qu'il décrivait comme une lettre de suicide. Il dit ensuite avoir entendu cette voix intérieure qui lui aurait commandé d'attaquer Laurie, 13 ans, avant de s'en prendre à son ex-conjointe Emmanuelle. La procureure de la Couronne, maître Sylvie Villeneuve, l'a contre-interrogé de façon serrée, soulignant notamment les incohérences dans son récit, entre autres la lettre qualifiée d'homicidaire-suicidaire. Le débat se poursuit donc autour de cette même question. François Tartamella était-il en crise psychotique ou parfaitement conscient de ses actes au moment des meurtres? Les jurys devront donc se pencher sur cette ligne très mince entre la responsabilité criminelle et le trouble mental.
Tout au long du procès, les 11 jurés devront entendre les plaidoiries des deux parties. Le juge André Vincent leur donnera ensuite des directives avant qu'ils entament les délibérations. Le jury attitré au procès pour les meurtres commis par François Tartamella à Longueuil devra donc choisir entre 3 verdicts, soit celui de coupable des meurtres non prémédités, coupable d'homicide involontaire ou celui de non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Et après une journée et demie de délibération, le jury sera finalement revenu avec son verdict. Les 11 jurés auront rejeté la théorie de la défense selon laquelle François Tartamella aurait été en proie à des troubles mentaux et il sera reconnu coupable des meurtres non prémédités d'Emmanuel Faneuf et de Laurie Faneuf, poignardés à mort dans leur logement à Longueuil le 4 novembre 2011. Il va donc écoper d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Et personnellement, 15 ans, je trouve que c'est pas assez pour avoir enlevé la vie de 2 personnes. Et là, avant de conclure l'épisode, je voulais aborder un développement récent que j'ai découvert hier en effectuant des petites recherches dernière minute là, avant d'enregistrer l'épisode. Et dans un article du Journal de Montréal qui a été publié hier, donc le 6 mars 2026, on apprend que François Tartamella vient tout juste d'obtenir une semi-liberté après avoir purgé sa peine de 15 ans. Et à travers tout ça, là, ce qui a particulièrement choqué la famille des victimes, c'est que les proches d'Emmanuel et de Laurie n'ont même pas été avisés de tout ça, là. La sœur d'Emmanuel explique qu'elle a appris la nouvelle, non pas par les autorités, mais par les médias. Et personnellement, là, je trouve ça inacceptable, là. Je comprends pas du tout et je trouve ça vraiment irrespectueux pour les proches des victimes qui, selon moi, sont oubliés là, dans tout ça. Donc, selon ce que j'ai lu, on apprend qu'en février dernier, François Tartamella avait finalement obtenu le droit de quitter le pénitencier dans le cadre d'une semi-liberté. Et là, pendant 6 mois, il va devoir retourner dormir dans une maison de transition, mais durant la journée, il pourra circuler librement dans la société et travailler. Et selon la Commission des libérations conditionnelles, le dossier des proches des victimes serait peut-être tombé entre 2 chaises et l'organisme va toutefois s'être excusé là, et va avoir reconnu que la famille aurait en effet dû être avisée de l'audience et qu'elle aurait dû avoir la possibilité de s'exprimer sur le sujet. Et personnellement, là, ça m'a vraiment choquée de lire ça là, et je suis même pas une proche des victimes moi-même. Donc, j'ose même pas m'imaginer comment on se sent. Et je pense que les proches ont le droit d'être informés, non seulement par respect, mais aussi pour leur sentiment de sécurité. Parce que d'apprendre par les médias là, que la personne qui a tué votre sœur est maintenant en liberté, ça doit être quelque chose d'extrêmement difficile. Puis ça doit être un choc aussi, là. Et tu sais, personnellement, moi, je crois à ça, là, à la réhabilitation. Dans certains cas, toutefois, là, puis c'est ça, je pense que c'est ça, c'est du cas par cas, mais que si une personne démontre qu'elle veut changer et que la personne travaille réellement sur elle-même, je pense que oui, c'est possible de se réhabiliter après avoir purgé sa peine. Mais comme je l'ai dit tantôt, je trouve que 15 ans pour un double meurtre, que c'est pas assez. Et par-dessus tout, je pense que les victimes et leurs familles méritent d'être protégées et considérées dans tout ça. Et malheureusement, quand on s'intéresse au true crime depuis longtemps, on remarque souvent que le système semble parfois mieux protéger les criminels que les victimes, malheureusement. Et bon, ça c'est mon opinion, mais c'est quelque chose que j'ai personnellement remarqué au cours de mes épisodes. Peut-être que vous allez vous faire votre propre opinion, ou si vous écoutez d'autres podcasts, ou si vous aimez vous renseigner sur le sujet, peut-être que vous avez la même opinion que moi déjà à ce sujet-là. Mais bon, je tenais à en faire part parce que c'est d'actualité. Et à travers tout ça, l'épisode d'aujourd'hui, évidemment, c'est
C'est une réalité difficile à entendre pour plusieurs raisons, mais c'est aussi pour ça que je trouve ça important de raconter ces histoires-là parce qu'elles sont importantes à garder en tête. Alors, je veux simplement terminer cet épisode en ayant une pensée pour les proches d'Emmanuel Faneuf et de sa fille, Laurie. Mes pensées sont avec vous. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, d'avoir été attentif jusqu'à la fin. Sachez que ça me touche beaucoup. À celles et ceux qui se sont sentis interpellés par cet épisode, n'hésitez pas à utiliser votre voix, vous aussi, là, pour parler, dénoncer, sensibiliser. Les violences faites aux femmes, ça fait une différence. Et les hommes qui m'écoutez, sachez que votre voix est, selon moi, encore plus importante. Vous faites la différence et au nom de chaque femme, on vous remercie. Si vous êtes témoin d'une situation de violence conjugale ou si vous en vivez une, des ressources existent et elles seront en description de l'épisode. La violence conjugale, ça ne doit jamais être banalisé et il y a souvent des signes avant-coureurs. Et si collectivement on apprend à les reconnaître, peut-être qu'un jour on pourra réellement contribuer à diminuer ces violences faites aux femmes. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Si vous voulez encourager le podcast et que vous aimez mon travail, je vous invite à me donner la note de 5 étoiles. Ça aide énormément et vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour ne rien manquer. Je suis aussi sur Instagram au mugshot.podcast. Donc, à la prochaine. Bye!